Salut et bienvenue dans ce nouveau GCN Show depuis la Norvège où on a eu la chance de suivre l'Arctic Race of Norway. Une chose nous a marqué, c'est à quel point le peloton ici est polyglotte et international. La mondialisation du cyclisme, c'est le thème de cette semaine et on va commencer par demander aux principaux acteurs ce qu'ils en pensent et comment ils le vivent de l'intérieur. Ensuite, on suivra l'équipe China Glory, toute nouvelle dans le peloton, durant son aventure ici en Norvège. Alors restez jusqu'au bout, c'est parti. C'est quoi ton point de vue sur la mondialisation du vélo et peut-être est-ce qu'il y a un peu de fierté de voir autant de nationalités présentes ici en Norvège? Oui, bien sûr. Ici au Arctic Race, on a à peu près vingtaine de nationalités et ça, c'est énorme. Mais je pense que c'est bien aussi pour le cyclisme. Avant, il avait 4-5 grands pays, Italie, France, Espagne, Belgique. Et maintenant, il y a plein en Australie, en Israël, Chine, ils sont ici. Et c'est ça qu'il faut pour aussi grandir le sport. Victor, on voulait avoir ton avis justement sur la mondialisation dans le cyclisme. Ici en Norvège, il y a plus d'une vingtaine de nationalités. Par rapport au monde du VTT, t'en penses quoi? La route, ça se mondialise beaucoup plus ou finalement vous avez été pionnier? Ouais, c'est vrai que ça grossit, ça grossit de plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau mondial. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir, de voir autant de nations représentées. C'est vrai que les équipes aussi, même européennes, s'intéressent de plus en plus aux coureurs étrangers. Donc ça, c'est un bon point positif. Et bon, c'est vrai que maintenant on a des courses un peu plus éparpillées dans l'Europe et dans le monde, mais c'est vrai que ça reste quand même en route, ça reste quand même beaucoup en Europe, les grosses courses. Je pense qu'entre la France et la Belgique, il doit y avoir une grosse partie de la saison déjà. Donc c'est bien, mais c'est en bonne voie, je pense, que pour que ça continue à se développer et à ce qu'il y ait des courses un peu partout dans le monde, quoi. Donc c'est vrai que nous en VTT, on a la chance d'avoir un circuit vraiment éparpillé dans le monde entier. Et je pense qu'en route, des fois, ça manque un peu de courir à l'étranger, en tout cas. C'est vrai que les coureurs européens sont souvent privilégiés par rapport aux autres, quoi. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça, mais c'est vrai que par rapport du coup au nombre de coureurs représentés et aux nations représentées chez les coureurs, ça c'est vraiment positif. Ouais, c'est sûr qu'en route, il y a un peu le poids de l'histoire qui fait qu'on est très concentré en Europe. Qu'est-ce que tu penses justement des courses naissantes comme bon ici c'est presque la 10e édition, ça fait 10 ans déjà, mais c'est vrai que c'est des courses relativement modernes. Qu'est-ce qu'elles apportent sur le circuit de ta première année d'expérience? Bon, j'étais déjà venu en Norvège, donc ça voilà, c'est pas une découverte pour moi, mais c'est vrai que c'est toujours vraiment plaisant de rouler sur des routes magnifiques comme ça. Bon, là on n'est pas vraiment la bonne météo pour, mais je pense que voilà, c'est bien. On voit de nombreux coureurs danois, norvégiens, même en VTT, qui montent vraiment en puissance. C'est des nations qui sont fortes. Et moi, je trouve ça bien qu'il y ait des courses comme ça qui soient organisées. En plus de ça, on a la chance d'avoir des vols qui sont vraiment adaptés pour les coureurs et tout. Donc ça facilite les choses. Et puis l'orga de l'organisation de l'organisateur et qui est proposée, ça facilite les choses. Donc moi je trouve ça bien et je pense que dans le futur il y aura plus de courses comme ça. On voit le Tour du Rwanda, il y avait avant le Tour du Gabon. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Niveau climat, je vois pas la comparaison là. Non mais pas niveau climat, ça c'est sûr. Mais je pense que ouais, au niveau mondialisation du cyclisme, c'est vrai que c'est bien quoi, de voir tout ça. Romain, du coup on voulait avoir ton avis sur la mondialisation dans le cyclisme, comment toi tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a amené un jour à te dire je vais aller dans une équipe étrangère? Ouais, après c'est vrai que c'est enrichissant. La première chose, moi en plus je parlais pas du tout anglais, j'avais complètement arrêté l'anglais. C'est vraiment la chose qui m'a fait évoluer culturellement aussi, parce que bon, quand on est dans une équipe étrangère, il y a beaucoup de nationalités. C'est vrai qu'en France, on commence aussi dans les équipes, on commence aussi à prendre pas mal d'étrangers. On le voit chez FDJ, chez aussi Arkea avec les Colombiens. C'est vrai que c'est une bonne chose. Je pense que le vélo se mondialise au niveau des garçons, mais au niveau aussi des filles. On voit avec l'équipe filles, je pense surtout à FDJ Suez Futuroscope, avec beaucoup d'étrangères dans l'équipe. Donc voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et puis bon, faut évoluer avec son temps, comme on dit. Et le vélo évolue, et puis on fait avec quoi.
Ici en Norvège, on a vu, il y a plus d'une vingtaine de nationalités différentes. Du coup, ça va parler aussi bien chinois dans le peloton que portugais, norvégien ou français, par exemple, des langues qui sont difficiles à mixer entre elles. Ouais, c'est quoi qui prédomine quand même? C'est l'anglais maintenant vraiment ou on garde quand même des langues traditionnelles? On entend beaucoup d'italien et français encore. Ouais, on écoute aussi beaucoup de Belges. C'est vrai, le flamand, ouais, voilà, le flamand. Non, c'est vrai qu'après, dans le peloton, pour communiquer, l'anglais reste le plus simple, malgré que, bien que la langue officielle de l'UCI soit le français, quand même, faut pas l'oublier. Mais bon, voilà, dans le peloton, on communique beaucoup en anglais. Nous, dans l'équipe, on a aussi plusieurs nationalités, là, sur ce tour de... Sur cette Arctic Race, on a un Néerlandais, on a des Britanniques, un Norvégien, moi français, donc voilà, ça communique en anglais essentiellement. Donc voilà, je pense que c'est la langue internationale du peloton, l'anglais. C'est marrant de voir qu'il y a quand même aussi des mots qui rentrent dans le langage commun cycliste, souvent qui viennent des langues historiques un peu du français ou de l'italien. C'est pour ça que je prenais ça en exemple. Pour la pause pipi, par exemple, il y a le fameux pisser, non? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que les mots français, ou aussi quand la course est un peu dure et tout ça, que les coureurs en a tous marre, tout le monde dit annuler. Voilà, annuler, c'est aussi un mot pur français. Donc voilà, après c'est gruppetto, ça c'est italien. Donc c'est vrai que le français et l'italien, pour les mots un peu du jargon, comme on dit en France, restent les mots qui prédominent. Mais voilà, après l'anglais, c'est vrai que c'est international. Anthony, on se pose la question de la mondialisation dans le cyclisme. Toi qui est jamais trop sorti de la team chocolatine, sauf pour aller dans le nord chez Cofidis, t'en penses quoi toi de voir des Norvégiens, des Colombiens et des Chinois courir ensemble? Bah, c'est vrai que ça fait un peu exotique, tu sais, un peu comme si t'allais à l'autre bout du monde alors que finalement on n'est qu'à 3 heures d'avion. Donc ça apporte un côté inconnu, tu vois. Ça change un peu des courses sur le sol français. Quand tu dis 3 heures d'avion, c'est parce que vous êtes coureur, parce que quand tu es journaliste, il y a 3 escales. Ah ouais. Mais blague à part, c'est vrai que toi, tu as fait un choix assez traditionnel. Tu as fait le choix d'une équipe et de fidélité en France, mais tu te verrais finir ta carrière dans une équipe étrangère pour aller découvrir notre culture? Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Ouais. Justement, je voyais l'équipe chinoise, là, il y a un Français dedans, ça a l'air rigolo. Après... Ouais, pourquoi pas, ouais, ce serait marrant. C'est quoi qui est attirant dans ce genre de défi? C'est plus le côté culturel ou ça peut même être apprendre quelque chose en termes de vélo? Ouais, ou même, tu sais, en termes de culture, apprendre à connaître des gens qui pensent différemment que les Occidentaux. Tu vois, moi j'aime bien un peu le côté Asie et ça me plaît bien leur mode de vie et ouais, pourquoi pas découvrir ça, ouais. Lucas, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et comment tu as atterri dans cette nouvelle équipe China Glory? J'ai commencé par 4 ans chez Delco jusqu'à l'année dernière et ça s'est terminé avec du coup l'équipe Delco et en décembre j'ai été contacté par l'équipe China Glory et ça a directement matché et le projet m'a plu, l'ambition de l'équipe m'a plu aussi et j'ai directement foncé dans ce nouveau projet. Au début on ne savait pas trop comment se lancer, comment ça allait évoluer. Et au final, ça a vite évolué, ça a vite progressé. Ils ont vite mis des choses en place au niveau du staff, au niveau du suivi, même des coureurs. Et pour une équipe continentale aujourd'hui, on est très satisfait de là où on en est sur un mois d'août, 6 mois après la création de l'équipe, on va dire. Comment ça se passe au quotidien? Parce que c'est ça le côté intéressant et sympa de ces équipes polyglottes où il y a des cultures très très différentes. Bon, évidemment, il y a des Chinois, c'est aussi le but de cette équipe de faire développer le cyclisme chinois. Mais il y a aussi des coureurs qui viennent d'horizons très différents. Au quotidien, c'est comment? Le quotidien, c'est pas mal d'entraînement avec les Chinois aussi parce qu'ils habitent dans la région niçoise. Je suis aussi de Nice, du coup c'est pour ça on essaye d'arranger les entraînements ensemble pour les faire évoluer pendant l'entraînement, après l'entraînement, parce que c'est un tout qu'il faut qu'ils apprennent, mais ils sont motivés et c'est aussi notre objectif des Européens à faire évoluer le cyclisme en Chine et le cyclisme chinois en général pour qu'ils arrivent à marquer pour le long terme des points
UCI pour aller aux Jeux Olympiques de Paris qui va très vite arriver. De retour sur la course, vous l'aurez compris, le phénomène de mondialisation dans le cyclisme est relativement récent, mais ça a pris énormément d'ampleur ces dernières années. L'exemple en est l'équipe China Glory, ici derrière moi en plein briefing. On va aller demander d'ailleurs à Lionel Marie, leur DS, comment cette aventure est née et quel en est l'objectif. Allez, Lionel, raconte-nous un peu l'histoire de cette aventure China Glory et comment tu te retrouves à amener 3 Chinois au départ à une course de vikings. C'est-à-dire que j'étais à la recherche d'un emploi, j'ai appelé Amael et puis Amael me parlait d'un projet qui pouvait naître. Et au mois de janvier, il m'a dit ben voilà, ce projet est né, si tu veux tu nous rejoins et il faudra vivre un peu en Chine. Il n'y a pas de problème, moi je peux aller là-bas quand tu veux. Et puis voilà, on est parti de 5 janvier à peu près et on a créé l'équipe, c'est parti. Toi qui dans le peloton et parmi les directeurs sportifs les plus expérimentés, comment tu as vécu ces dernières années la mondialisation dans le cyclisme? C'est une opportunité quand on parle plusieurs langues et en fait ça a permis de monter le niveau, d'avoir des idées nouvelles qui sont arrivées dans le vélo. Et puis moi je trouve ça extraordinaire, c'est une chance. La preuve, sans ça je n'aurais pas pu travailler pour la Chine, donc c'est formidable. L'objectif du coup de l'équipe China Glory à court et à moyen terme? Nous, l'objectif, on ne doit pas perdre ça à l'idée, c'est de faire en sorte que les coureurs chinois puissent participer aux Jeux Olympiques 2024 et qu'au moins un des coureurs puisse être à l'arrivée. Et ça paraît un peu comme ça futile, mais c'est très difficile puisqu'il faut partir d'un niveau de compétition différent et arriver dans le cyclisme mondial. C'est pas si simple, mais ils ont progressé et ils progressent encore. Et pour ça, pour conclure, il faut expliquer, il y a besoin de points UCI, c'est ça, pour pouvoir qualifier les coureurs déjà? Voilà, il faut des points, donc il faudra l'an prochain qu'on puisse aller sur des épreuves où on pourra récupérer suffisamment de points pour qualifier un maximum de coureurs. Donc on aura un calendrier construit autour de ça. Super, merci. Première étape, ce fut dantesque pour nos coureurs chinois en particulier qui n'avaient jamais couru sous de telles conditions. Bon, ça s'est passé un petit peu comme on avait prévu. On est venu avec 3 coureurs chinois et 3 non chinois. Et un des chinois était malade. Xu était pas en forme, il était malade. Donc il a fait son maximum pour rester au contact avec le peloton. Puis il a dû faire les 60-80 derniers kilomètres tout seul. Donc il s'est retrouvé hors délai. Et pour le reste de l'équipe, tout le monde était frigorifié, mais on est tous arrivés à bon port. En général, à la radio, on parle en anglais, parce que c'est la langue communément exprimée dans l'équipe. Bon, là, il y avait un coureur italien, alors de temps en temps, je me permettais de lui parler en italien. Pour le chinois, c'est un petit peu plus compliqué, on verra ça par la suite, mais il progresse également dans le domaine, donc c'est assez facile. Et puis surtout, on est un peu explicite, plus dans le détail au niveau du briefing. Disons que le briefing, on l'organise de manière un petit peu plus spécifique. On leur parle avec Google Translate pour les idées plus classiques. Et puis maintenant, on a institué également, avec le livre de route, des schémas et des choses toutes simples pour qu'ils puissent apprendre justement au contact des autres coureurs. Donc certains sont dédiés à suivre Sean Bennett et d'autres plus avec Matteo Malucelli. Et donc là, ça se passe plutôt pas mal. Ils apprennent énormément et ils ont appris énormément pendant ces épreuves. On a pu le voir sur certaines épreuves, sur certaines étapes. La deuxième étape était plutôt intéressante pour nous puisqu'on avait pu voir avec le profil qu'un sprint était envisageable. Et là, j'ai vu des coureurs motivés qui couraient groupés toute la journée. Matteo Malucelli a réussi à passer la dernière montée. Et là, il s'est dédié au sprint. Il a une vraie volonté de pouvoir réussir. Il fait 5e de l'étape. Pour nous, c'était une satisfaction. Et en plus de ça, on avait Liu qui était toujours dans le peloton, au contact de tout le peloton jusqu'à la fin. Donc on voit sa progression et c'est plutôt encourageant. On appelle la 3e étape l'étape dans la mesure où ça se termine sur un sommet. Là, tout le monde était dédié à Sean Bennett. Et puis, il y a eu des circonstances de course qui ont fait que c'était très difficile d'aborder cette montée. Donc on a perdu déjà Bikem et Malucelli. Mais Luca de Rossi a fait le travail pour placer Sean et Liu dans de bonnes conditions. Et puis Sean a pu suivre jusqu'à un certain point dans la montée. Il était un peu frigorifié. Il était un petit peu en manque de récupération certainement des étapes précédentes. Donc il n'a pas pu suivre jusqu'au final. Mais bon, il a montré qu'il était capable, qu'il était encore en bonne forme. Et lui a dû exploser seulement à 2,5 km du sommet. Pour nous, c'était une grande satisfaction. Et puis il est arrivé
vidé parce qu'il s'est donné au maximum. Donc voir ce garçon évoluer comme ça fait plaisir. La notion du gruppetto, pour l'instant, il n'est encore pas intégré totalement, mais ça commence à venir justement avec des coureurs comme Manuccelli qui leur expliquent bien qu'une fois dans le gruppetto, il faut récupérer parce que le lendemain, il y a une autre épreuve. Mais eux, ce sont des compétiteurs, ils ne se font pas la compétition entre eux, mais ils aimeraient forcément aller plus loin avec l'ensemble du groupe. Donc parfois, ils font des petites erreurs de placement et puis des petites erreurs de gestion de l'effort. Mais en règle générale, là, cette semaine, je pense qu'ils ont appris énormément. Non pas seulement le gruppetto, ils ont appris aussi pourquoi il fallait courir ensemble, à quel moment il fallait se porter sur l'avant, pourquoi et à quel moment ils pouvaient se porter sur l'arrière pour récupérer. Donc c'était plutôt quelque chose d'intéressant. Et bien aujourd'hui c'était la dernière étape, avec un circuit très très difficile et aussi un départ de course tambour battant. Ça roulait toujours à 60, okay, il y avait le vent de dos, du très bon asphalte, mais c'était quand même pas évident. Beaucoup de coureurs ont souffert et une fois que l'échappée est partie, ça a permis aux coureurs de récupérer, de revenir dans le peloton pour ceux qui étaient lâchés. Et puis après, on est arrivé sur ce circuit final avec cette difficulté stupéfiante puisque 16% sur certaines rampes. Sean Bennett s'est plutôt bien débrouillé, il arrive juste derrière le groupe du maillot jaune. Et Liu un petit peu plus loin encore, mais il a résisté le plus longtemps possible. Donc c'est une vraie progression et pour nous, c'est une satisfaction de voir dans ces conditions puisque sachant qu'il n'avait pas couru depuis 2019 et qu'il n'avait jamais encaissé autant de charge de travail dans un si peu laps de temps, le voir digérer cette charge de travail, de pouvoir récupérer, d'être combattant, c'est formidable. Mais nous déjà, on est très contents du bilan de l'épreuve puisque on a été invités, déjà c'était une première pour nous, c'était fantastique, on remercie ASO à ce propos. Et puis l'ensemble des coureurs ont pu évoluer à un très haut niveau parce que maintenant il n'y a plus de petites courses. Il y a un challenge entre les grandes équipes pour marquer des points. Et donc pour nous, c'est un challenge également tous les jours, pas pour marquer des points, mais pour aller le plus loin possible et pour faire voir le maillot. Je pense qu'en ayant fait 5e d'une étape, ça a donné du crédit à l'équipe. Il a donné aussi une fenêtre d'attention. Et j'ai reçu beaucoup de messages de sympathie des gens d'ASO, donc c'est très satisfaisant. Pour 2023, on espère normalement monter en Pro Continental, donc on va passer de 12 à 20 coureurs. Donc on aura 10 coureurs chinois qui vont s'intégrer, qui vont venir vivre en France, et puis 10 un peu plus européens, hors Europe, forcément, puisqu'on aura certainement des Américains, mais on est en train de construire tout ça. Et je pense qu'avec une vingtaine de coureurs, comme ça, on va pouvoir faire 2 fronts, avec un front Europe et puis un front où on n'ira plus chercher des points pour les Jeux Olympiques. Mais c'est super challenge à venir. Merci, on suivra ça avec intérêt. Merci à vous. Bon les amis, j'allais pas vous quitter sans avoir fait un tour de bécane dans ce magnifique pays qu'est la Norvège. En plus, le soleil est de la partie, donc j'ai décidé de vous donner l'actu et les résultats depuis cette magnifique vue. Comme ça, je vous en fais un peu profiter et on commence sans plus attendre avec le retour de la Zwift Academy. Ça y est, depuis le 15 août, vous pouvez vous inscrire à ce programme qui est un peu une sorte de télé-réalité des futurs pros à travers la plateforme Zwift. Je sais, en plein milieu du mois d'août, c'est pas forcément ce à quoi vous avez envie de penser, mais les inscriptions sont ouvertes et ensuite septembre, ça va arriver très vite, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. La deuxième actualité, eh bien c'est Muc-Off qui sort son nouveau Lops 2.0. Il s'agit en réalité d'une roulette surdimensionnée de dérailleur. C'est pas la première fois qu'ils en produisent, c'est pour ça qu'il s'agit du 2.0 qui est censé encore une fois améliorer la transmission et donc vous faire gagner quelques précieux watts. J'espère qu'ils vont nous en envoyer un, comme ça on pourra tester ça sur nos machines avec le Potololo. On passe évidemment aux résultats sans plus attendre en commençant par la Norvège. Et je ne vais pas commencer par l'Arctic Race, mais je vais teaser un petit peu. Je vais commencer par la cyclo qui a eu lieu sur la 3e étape et à laquelle j'ai pris part. Et je vous annonce en teasant un petit peu que j'ai fait un top 20. Et bien pour retrouver l'intégralité de tout ça, il faudra patienter un petit peu le temps du montage de la vidéo et vous retrouverez mes aventures très bientôt. La Norvège qui nous a offert une magnifique course avec dès les premiers jours un froid 12 degrés pour terminer ici à Trondheim avec un magnifique soleil sous lequel s'est imposé un local, Andreas Leknesund, après un raid solitaire de près de 30 km. Les Français ne sont pas en reste, même si Victor Lafay a un temps espéré remporter le classement général. La Cofidis notamment rentre à la maison avec 2 victoires d'étape. Le jeune Axel Zingler remporte en effet la première et Victor Lafay la 3e.
En tout cas, on a eu droit à une très belle course qui était partie sous une fraîcheur particulièrement difficile à gérer par les coureurs le premier jour, 12 degrés, et qui finalement a terminé sous le soleil radieux de la Norvège avec de magnifiques paysages dont vous pouvez retrouver tout le détail sur la chaîne GCN Racing en français avec les résumés de chaque étape. On reste en Scandinavie puisque chez les femmes ce week-end se terminait également le Tour de Scandinavie qui quant à lui traversait tous les pays scandinaves. Et bien là, c'est une victoire de la FDJ Suez avec Cécilie Ultrup qui remporte le classement général. Très belle victoire pour elle aussi après sa victoire d'étape sur le Tour de France féminin. Là aussi, de très beaux paysages nous ont été offerts durant toute la semaine chez les filles. Deux courses différentes, ma foi, donc on ne pouvait pas être sur les deux fronts, mais deux courses très intéressantes. Et forcément, pour compléter ces résultats, il y avait les championnats du monde sur route masculin ce week-end. On n'a pas encore forcément les autres résultats de ces championnats du monde qui auront lieu tout au long de la semaine encore, notamment le contre-la-montre. Mais sur route, c'est Fabio Jacobsen qui l'emporte pour les Pays-Bas devant Arnaud Démare. Et oui, il termine second. Et pour compléter, il y avait également la piste lors des championnats d'Europe à Munich. Et on fera un petit coucou à nos Frenchies, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Ils ont particulièrement performé. Et si je dois en retenir qu'un, ce sera Benjamin Thomas qui a survolé les débats en reprenant son titre, notamment en course au point. Voilà pour les résultats, c'est terminé. Comme toujours, on conclut par le vélo de la semaine qui participera à l'élection du vélo du mois. Je vous rappelle d'ailleurs que pour participer, il faut poster les photos de vos vélos sur l'application GCN pour mobile. Elle est gratuite, il vous suffit de la télécharger et vous postez votre vélo avec une description, de préférence avec un joli fond et dans une position parfaite, tout à droite, manivelle à l'horizontale. Et bien sans plus attendre, le vainqueur de cette semaine, eh bien il s'agit de l'heuropropriétaire d'un Alpha Bike. Et je dois dire que je ne connaissais pas cette marque, mais j'ai trouvé ce modèle particulièrement réussi, avec notamment ses flancs pneumatiques à l'ancienne, légèrement marron. Et bien ce Thunder SL, la photo est prise en haut du col de l'Isran et rien à dire, très beau. En tout cas, bonne chance à lui. L'élection du vélo du mois, ça arrive très vite maintenant. Donc restez connectés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un GCN Show. D'ici là, si j'ai mis le poteau Lolo en vacances, c'est pas pour rien, parce qu'il nous prépare la preview de la Vuelta qui sortira demain, donc à ne pas manquer. Allez, salut à tous. Moi, je vais finir mon petit tour et profiter encore un peu de la Norvège.